Bienvenue au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ, Holiday, comment ça va? Mieux que toi, le 2 secondes, en tout cas, ça c'est sûr. Ben, c'est parce que je mangeais des goldfish, sel et vinaigre, asti, c'est pas mangeable, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Arc! Ouais, ça m'a comme pogné dans la gorge en même temps que l'intro. Ouais. Les Tu étais autres, prêt, tu m'avais dit. Ouais, puis on pourrait le recommencer, mais en même temps, nous autres, on est transparents. Fait que... Hein? Ouais, Tu je vois vois. pas moi, toi, là? Ben ouais, je vois tout. Oh, tabarnouche, c'est pas de bonne idée, ça. Fait Un peu que, d'humour, hein, fait du bien. nous autres, on est drôles. On pourrait faire un duo d'humour. Ben, comme Dominique et Martin, genre. Tu es en train de me dire que toi, t'as l'œil croche puis moi, je suis gros, c'est ça? Non, c'est pas ça que je dis. Notre photo de profil sur Facebook, c'est le contraire. C'est pratiquement ça pour vrai. J'avais pas remarqué avec ça. Fait que, vêtu de rouge aujourd'hui? Toi, ton background, ouais. Ben, en général, c'est un rétro review. C'est la guerre des Amériques. Ben, Toi et ton ton manteau, hein? Asti, mon héros canadien. Hey, ça te tente pas un autre soude des fois? Ça te tente pas un autre chandail, toi, des fois? Ben, moi, j'ai changé du podcast, là. Non, tu sais pas, je parle très bien que je veux parler là, quand je dis Ça fait longtemps que je l'ai pas mis, hein, d'ailleurs. Ouais, j'espère, Krim, à un moment donné, reviens-en. Moi, c'est Ah ouais. d'occasion, c'est la différence. Ben oui, d'occasion. À chaque fois que la télé est ouverte ou à chaque fois qu'on se présente dans un événement public. Ben oui, mais c'est beau le manteau, qu'est-ce que je te dise? On doit un Triple H, toi, puis porte-les, là, tout. C'est pas un manteau quand il fait 47 dehors, tu Là, pas là en ce moment, niaiseux, mais je parle des ventes. Non, on est ici pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ben, un rétro review! Ah, ok! La débandade canadienne. Non, Ouais. l'escapade, c'est quoi le SMP déjà? Le Canadian Stampede. Là-bas, fait beau. Parle anglais. Parle anglais. Voilà. Ouais. Anyway, In Your House, Canadian Stampede du mois de juillet en 97. Un bon show. Un très bon show, même qu'on va parler en fond et en large dans les prochaines minutes. Mais as-tu quoi rajouter avant qu'on commence le rétro review? Moi, là, T'es sûr? moi, je suis prêt à y aller straight up. Comme la chanson de Paul Abdul. Ok, ouais, c'est correct. Quoi? Ben, c'est correct, si quelqu'un tu veux parler, puis genre, je ne ferai pas d'extrait, fait qu'on va arrêter ça là. Straight up. Mais évidemment. Ouais. Hit and run, c'est ça. C'est ça. Puis, ouais, fait que ben, tu parles de vieilles chansons, tu parles de vieilles affaires, des affaires rétro, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on commence d'habitude avant de faire les rétro reviews? Un esti de segment push. Ben non, c'est pas vrai, pas en tout. Un segment qu'on appelle et watch out. Attends. Je l'avais déjà mis ici, là. Non. Dans la vraie vie! Le segment où j'ai fait... Ben non, c'est pas vrai. Où j'ai fait devenir à Marco. Parce que dans la culture populaire, dans d'autres PPV qu'on va vivre aujourd'hui, qui est Canadian Stampede en juillet. Tu sais, quand... Le 6 pour être plus précis. Oui. Tu sais, quand Mario Bros est plus cute que Mariah Carey pis Céline Dion, là. Ben, c'est pas gentil, ça. Ah, barbac! Elle te tentait pas des habits avant de les mettre en onde? Sacrement! De quoi les habiller? Les deux? De quoi les habiller? Elle gagne le trophée de la disque, puis l'autre est dans son sou de Heartbreaker. C'est correct, ça? Ouais. J'aurais brisé plus la disque que d'autres choses, là, mais... La 9 au coin, c'est ça? Tabarnak, hein? Moi, ça m'étonne que t'as rien dit sur le dernier gars dans la rangée, là. Bon, en même temps, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À part que tu mets des tricheurs dans le tout. Tu sais, à part que c'est le greatest of all time. Remets ça. Oui. Tu sais, Céline Dion, bon, elle, c'est une goat. Happy Gilmore, c'est un goat. Mariah Carey est à chier. C'est une mauvaise chanteuse. En même... Il y a Mario et Maria dans cette affaire-là. Tu sais, honnêtement, les deux aux extrémités, là, les deux devraient pas être là. Ben, le sport, Tom Brady, dans les années 2000, il gagnait tous les Super Bowls tout le temps. Puis Mariah Carey, on la nomme souvent là-dedans, pour ça je l'ai mis. Mariah Carey, qui était la chanteuse préférée de mon beau-père, il était là à voir en show l'année passée, puis il a dit « Tabarnak, elle est bien poche. » C'est pas gentil de dire ça. C'est sûr que quand tu te masturbais sur elle, le 25 ans, c'est pas pareil que... Mais non, mais c'est ça pareil. Oh, oui.
Elle n'a jamais été bonne chanteuse. Elle a sorti deux bonnes tunes. Sa chanson de Noël qui gosse. All I Want for Christmas is You. Puis la chanson avec Busta Rhymes, qui est pas pire. Ok, ouais. Fait que, comment ça? Bref, es-tu prêt? Je suis prêt en estime. C'est à quelle année, ça? Le 6 juillet 97. Ok, puis pourquoi Tom Brady est là? C'est-à-dire c'est les années 2000? Pas d'affaire. Non, mais c'est parce que je veux mélanger les années un peu, pas juste une année, là, parce qu'on fait plusieurs shows de plusieurs années différentes. Là, je suis vraiment... Ok. Veux-tu bien, là, fatigant? Tu pourrais-tu en faire un pour chaque décennie à la place? Anyway, tu peux juste en faire, tu peux faire des estis thumbnails. C'est assez long à dessiner. Veux-tu bien laisser tranquille, là? T'es fatigant? Hey, j'ai peur avec la lumière rouge. Je voudrais que quelqu'un comme change-la, c'est tout. C'est toi qui contrôle ta propre lumière, là. Ouais. Bon. Ok, le segment va durer 20 minutes si t'arrêtes pas de parler, là. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Quelle année déjà? Tu dis à tous les crises de fois. 1997. Juillet 97. Juillet 97, ça, c'est un été chaud, ça. Moi, je vais dire 98 degrees, même si c'est en 97. Il faisait chaud dans ce temps-là, crime. 98 degrés, on serait tous morts. C'est ça? Non, c'est I'll Be Missing You de Puff Daddy et Faith Evans. Ça vieillit mal, hein, mon Puff? Ouais. Ben, c'est une chanson hommage, là. C'est pas une question de mal vieillir. Ça, c'est la chanson qui a fait l'hommage à celui qui a tué, là? À Biggie? Ah non, c'est vrai, c'est Tupac qui a tué, lui, c'est pas pareil. Ouais. Il n'y a pas tué Tupac, de quoi tu parles? Ben, c'est lui qui a organisé la meurtre de Tupac. Ah ouais? Ah. Tu vas le savoir dans pas long, ça va sortir, là, tout sort sur PDD. Des types shots plus vrais que d'autres, hein? Ouais. Chanson numéro 1 au Québec. Oh boy, ça, tu n'aimeras pas cette réponse-là. Ah, je sais c'est qui. D'après moi, là... Ah, tu penses? C'est... Ah ouais, je sais c'est qui. D'après moi, c'est... Attends un peu, c'était quoi c'est Cossette, c'est Sylvain Cossette. C'est la toune, c'est... Attends, c'était quoi son chanson plate, là? Ah, c'est poche de calice. Que je t'aime. Ouais, voilà. C'est ça pour vrai? Ouais, c'est ça. Yes! C'est qui est poche, Sylvain Cossette? Ouais, je t'ai dit ça parce que je t'ai donné l'indice, là, sans le vouloir. Là. Ben là, tu l'aimeras pas celle-là, il y a bien du monde, j'aime pas. Ouais, dans le fond, vu de même, t'as un point, toi, là. Ouais. Fait numéro 1 au box-office. 97. Une comédie de science-fiction. C'est 97 ou 99? Non, c'est 99. Attends. Science-fiction, 97. Je vais dire... Merde. Le pire, c'est que je me force vraiment parce que je veux vraiment l'avoir. Ah ouais, c'est correct. Un indice, peut-être? Ben... Ils ont fait plus qu'un film. Là. Ils ont fait... ben, avec ces acteurs-là, ils en ont fait 2. Là. Ah, ok. Men in Black. Ouais, bonne réponse. Avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Ça fait pareil, hein? Ils ont juste fait 2 ensemble. Ils en ont fait d'autres après ça. 3. Ouais. Ils étaient dans le 3, les 2? Ouais. Ah, ok. Bon, tu vois. Jeu vidéo sorti alentour. Ça, je vais le dire. À moins que tu veux te deviner pareil. C'est un jeu de quoi? Un jeu vidéo. De sport? Non, c'est un... de course, on dirait. Ouais. Un jeu de course, mais pas course de voiture, là. Ah, ben, je vais dire Twisted Metal. Oh shit, non. Non, c'est Star Fox 64, ça, bien sûr, Nintendo 64. Et dans le monde du sport, au tennis, Pete Sampras a battu Cédric Pioline de la France 6-4, 6-2 et 6-4 pour son 10e championnat du Grand Chelem à Wimbledon. Oui, Pete Sampras, évidemment, qui a sorti avec Bridget Wilson, qui était dans le film Billy Madison avec Adam Sandler. Ah, ok, c'est pour ça que t'as mis Adam Sandler sur le... Non, ça n'a pas rapport. Puis elle était aussi dans Mortal Kombat, dans le premier, c'est elle qui faisait Sonya Blade. Ah oui, très jolie Sonya. Ouais, mais cette femme-là est belle, Bridget Wilson. Ouais. Hey Sonya, une fille comme toi, c'est pas fait pour servir aux tables. C'est fait pour danser aux tables. À Star City. Ouais, c'est ça. Et voilà, et sur le WF Magazine du mois de juillet 1990... Non, l'autre après.
1997, on a Legion of Doom, Hawking Animal, qui est avec Water Rush sur la couverture du magazine. Hey, je peux-tu le faire? De quoi, Water Rush? Alors, baisse mon volume d'écouteur avant que tu le fasses. Parfait. Merci beaucoup. Et pour évidemment, bien sûr, dans les journaux dans la journaux de Calgary, c'était dans le journal, il y avait ça comme clipping pour l'événement. Ben, les affaires, je sais pas, comment on dit ça en français? Les newspaper clipping en anglais, mais en anglais. Un cahier souvenir? Non, c'est genre une petite annonce là, dans le journal. Là. OK, je sais pas. C'est un newspaper clipping. Je sais pas le mot en français, je me rappelle pas. C'est en anglais, c'est pas grave. Newspaper clipping, c'est ce que j'ai dit. OK, parfait. Ouais. Sur Canadian Stampede, évidemment, avec Bret Hart dessus, évidemment. Et d'habitude, je vous fais signe que je vous dis, j'ai le VHS de cet événement-là. Mais celui-là, je ne l'ai pas. Pourquoi? Ben, c'est un des plus rares Canadian Stampede en VHS pour vrai. OK, parfait. Donc, je ne l'ai pas en ce moment, mais ça va venir un jour, j'en suis convaincu. Parfait! Dans la vraie vie! Merci d'avoir participé! Hey, j'en ai eu 2 bonnes réponses cette fois-là. Puis 2 quand même, tu sais, on va donner un indice, mais pas tant que ça non plus. Oh ouais, c'est des petits indices, mais c'est pas... Ben, celle Men in Black, c'est un plus gros indice, je trouve. Là. Ben, tu m'as dit, il y a eu plusieurs films, il y en a eu, tu sais, Chris, c'est pas... Non, mais je t'ai dit que c'était une comédie de science-fiction. On n'a pas 50 000, les comédies de science-fiction, là. Dans les 90, là. Pas 50 000, mais 5 000? On va y aller à 1000, OK? OK, parfait. Canadian Stampede, le 16e In Your House, c'est bien sûr a lieu le 6 juillet 1997 en direct du Calgary Saddle Dome, non, le Airlines Saddle Dome, de maintenant qui est le Scotiabank Saddle Dome, de Calgary, Alberta, au Canada. Et le pay-per-view a une cote d'achat de 165 000 foyers qui ont commandé l'événement à la télévision à la carte. Et à partir du In Your House du mois de septembre, le WWF a changé la façon dont le nom In Your House est dit dans le titre. Au lieu d'être In Your House Ground Zero, ça va être Ground Zero In Your House. Quoi? J'imagine qu'il y a eu des réunions au dos. Ouais, du gros brainstorming là-dessus. Ouais. Mais ça c'est le même. Hein? Tu peux penser à la job, ça, des fois. Tu fais 4 heures de Teams pour te dire que finalement, ça marchera pas. C'est correct. Ouais, c'est ça, exact. Gang de cave. Il va arrêter de les numéroter aussi, entre autres. Ouais. Et dans le match du Free-for-All, les Godwins ont battu les nouveaux Blackjack, évidemment, qui est Blackjack Bradshaw et Blackjack Wyndham. Wyndham, ça, c'est l'oncle de Bray Wyatt et de Bo Dallas aussi. Oui, Uncle Howdy. Ouais. Et on commence l'émission avec la signature de la WWF de l'époque qui en dit qu'ils sont dans plus de 100 pays, dans 7 langages différents et depuis au moins d'1 billion de spectateurs par semaine. La World Wrestling Federation est le leader incontestable mondial dans le monde du divertissement sportif. Es-tu correct? Moi? Prends une gorgée. Ben non, je suis correct. J'ai l'impression que ta langue embrasse ta langue. C'est parce que c'est beaucoup de mots, là. OK, parfait. Ah, c'est ça qui arrive. Et évidemment, comme à chaque pay-per-view, ben pas chaque, mais beaucoup de pay-per-view de l'époque dans la WWF, l'intro, la narration, la musique en arrière. Donc, voici la traduction, comme j'aime le faire souvent. On ne vit plus dans un monde blanc et noir. À la place, le paysage est maintenant un canevas de gris atténué, où le bien est indiscernable du mal et où les renégats reçoivent l'embrassade réservée aux héros. Pour presque une décennie, Bret Hart était probablement la star la plus aimée dans toute la WWF. Mais quand un soir au sang-froid a déclaré ses intentions de mettre fin à l'héritage de Bret, le Hitman a été perçu comme le vilain, l'antagoniste indépendant, le favori des partisans. Et bientôt, la colère a remplacé la passion. L'arrogance a supplanté la fierté d'un champion. Bret a tourné le dos à une nation entière et a réuni la Hart Foundation pour relancer un règne de grabuge et de destruction. Ce soir, à Calgary, Alberta, Canada, le paradoxe continue. Ce soir, les enfants prodiges reviennent à la maison des héros, pendant que 5 superstars puissantes embarquent dans une croisade noble, deviennent les vilains. Ce soir, le rôle des bien-aimés, les héros, les détestés. Ce soir, le gros nuage de désarroi menace de déchaîner une tempête dans ta maison.
Là, ça a l'air de rien quand je le dis, là, mais mec, je mets la musique au post, ça va être encore plus beau. J'ai eu des frissons, mais il n'y a pas juste moi qui a eu des frissons parce qu'il y a quelqu'un qui fait dire good job, man. Vraiment, Hey, merci. good job. Merci, Steve. Merci, Steve. Il me pointe en plus. Pas poli de pointer, Steve. Merci, c'est gentil. Oui. Et donc, les pétards s'en suivent, évidemment. Et on a notre trio de commentateurs pour la soirée, qui, évidemment, à l'époque, c'était souvent les mêmes. Là. Vince McMahon, Jerry the King Lawler et Jim Ross. Je te laisse l'honneur de parler du chapeau de Jerry the King Lawler. Écoute, des fois, tu veux y aller avec des thématiques. Des fois, tu veux y aller avec Canadian Stampede, évidemment. On sait les Cowboys, tout ça, là, dans l'Ouest canadien. Le ridicule de Tupa, puis Jim Ross, ben... Pas Jim Ross, c'est Jerry Lawler. Jerry Lawler, je sais pas comment le décrire. Allez voir. On a-tu une image de ça? On n'a pas d'image, hein? Je pourrais l'avoir, là, mais... Je vais la mettre, l'image. Je vais la mettre. Fait que, regardez ça. Comment c'est laid que le tabac... Puis tu sais, je me souviens que... évidemment, nous autres, on fait notre pacing de show qu'on écoute d'avance. Fait que tu sais, des fois j'en écoute avant TJ, puis tu sais, je prends mes notes puis je me prépare. Fait que quand j'étais en train d'écouter le show, je pense que la première image que je t'ai envoyée, c'est ça, là, sur Messenger. Tu m'as envoyé ça. C'est que j'avais compris que tu as commencé à écouter le show. Exact. C'est très spectaculaire. De toute beauté. Puis, je pense qu'il y avait de la misère à commenter le show avec ce chapeau-là. Ben là, Chris, voyons donc. Et en plus, il est de même tout le long. C'est en tout cas. Ouais. Bref, match numéro 1. Hunter Stemsley avec Chyna contre Mankind. Voilà. Écoute, ces deux-là, là, ensemble, là, ils ont plusieurs tranches à leur rivalité avec différents personnages. Puis, on va en parler, mais ce combat-là ne fait pas exception à la chimie que ces deux-là ont ensemble. Ouais, puis je vais en parler après la review du match, là, mais oui, j'ai quelque chose là-dessus, moi aussi, évidemment, qui est entre Triple H et Mankind. Yes. Et pendant l'entrée de Triple H, on a un petit paquet vidéo qui nous montre les quelques faits de rivalité racontés par Doc Hendrix. Puis c'est drôle, dans un twist d'ironie. Dans la vidéo, Jim Ross demande à Vince si MJ a déjà essayé d'acheter la WBF. McMahon dit non, je pense pas. C'est quoi les chances qu'il ait dit ça dans une phrase de même de garocher en 97 et qu'aujourd'hui, ce soit Triple H qui soit le big boss? C'est fou, hein? Ben, ça fait partie du plan, non? Ouais, je comprends, mais quand même, c'est bizarre d'entendre ça en 97 dans une promo de même. Là. Des fois, il y a... Des Easter eggs. Ouais, exact. Des Easter eggs sans le vouloir, comme ça. Comme j'avais dit la dernière fois avec Triple H, puis qui avait sauvé Randy Orton d'une attaque de Taker sans que Randy Orton soit Randy Orton d'Evolution. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis le mois passé au King of the Ring, non seulement Triple H avait battu Mankind devant le roi du ring, mais il a aussi attaqué sauvagement après le combat, après bien sûr de l'aide de Chyna. Et les deux ont brawlé le soir d'après, avec encore Hunter qui a eu l'avantage. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? Non, je peux pas te couper. Parce que je faisais des recherches de photos pour mettre sur en même temps, puis je suis tombé sur une photo. Ça n'a vraiment pas rapport. Je m'excuse, là. Il est tard, puis je suis fatigué, là. Ma semaine dans le corps, mais. Ah! C'est quoi? Tabarnan, lâche le vodka. C'est tabarnan. C'est bien pas drôle. Je pense que c'est l'affaire la moins drôle que j'ai vue sur le podcast depuis qu'on a commencé. Puis c'est pas peu dire, là. Tabarnak, voyons donc! Mais le gars, il a froid. Il se réchauffe les mains. Il n'y a rien de drôle. Tabarnan. Quoi, je vais regarder l'heure puis je comprends. Ouais, je pense que je comprends. Il est quand même, on va le dire, là, il est quand même minuit moins 10 quand on enregistre un vendredi soir. Fait que, désolé. Et ce soir, c'est le match retour du dernier mois, mais avec encore plus d'animosité entre les deux. Tu comprends le break? Tu comprends le seconde de pause? Attends. Coupe ton micro, ben c'est ça, parfait. On va commencer avec le match. On perd pas de temps avec Mankind qui bulldog MZ pour commencer, suivi d'un slam et une descente de la cuisse. Ah, mais c'est pas yambieux, je te vois rire, là. C'est pas yambieux. M'excuse. Ah, hey, c'est la bonne franquette à soir. Tabarnak. Mais il y a quelqu'un qui est pas content que je ris, par exemple. Faut être sur YouTube pour vivre ce moment-là avec nous.
Pas du bien. Ok, je la délite cette photo-là parce que je suis plus capable. Ça n'a pas de sens, là. Il faut que je fasse du montage en audio, ça n'a pas de sens. Je suis tanné. C'est même pas drôle, c'est ça le pire. Pourquoi t'as cherché ce photo? C'est quoi t'as fait taper dans le Google Search pour avoir une image de même? Stone Cold Finger. Ah ben là, c'est sûr, reste d'épais. Caliste. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On revient. Désolé à ceux qui sont en audio. Ça va la peine, par exemple. Ouais, pas sûr de ça, moi. Il continue avec un DDT, les deux bras barrés. Il rend la courtoisie à Hunter avec son petit mouvement de révérence, comme il faisait MJ à l'époque, le fameux petit bow down avec la tête. Là. Et ça se transporte en bas avec la descente du coude du tablier du ring jusqu'en bas de Mankind, une de ses marques de commerce. Et il ramène MJ dans le ring, ça lui vaut un compte de 2. Et après ça, Mankind domine complètement l'aristocrate jusqu'à ce que Chyna frappe Mankind avec un coup d'avant-bras pendant qu'il a Hunter dans la griffe de la mandibule. Elle aide aussi Emsley quand elle lance Mankind jambe première dans les marches après que Hunter l'a projeté vers elle. Puis vraiment, ça n'a aucun sens, les bombes de Mankind. Là, de manger un Iptos dans les marches, les jambes premières, le Colin, man. Attention à toi. J'espère qu'il y avait des bons masseurs après parce que, honnêtement, il devait être raqué. Ouais, c'est ça. Il devait être raqué. Puis il faisait ça quasiment à toutes ses matchs, en plus, ces bumps-là. Ouais. Faut lui donner. Il faisait ça de belle façon. Hunter s'attaque à la jambe de Mankind. Et Jim Ross dit que Emsley, au commentaire, est très cérébral. Puis on met la table du côté du personnage de Triple H. Ouais. Prise en 4 dans le milieu du ring. Et Hunter triche avec les cordes, mais même quand l'arbitre le voit toucher les cordes, il ne fait rien. Et l'arbitre du combat est Jimmy Corderas. Tout ça, je dis rien. Au troisième coup, il le voit et kick les mains d'Emsley. Et après ça, on a un petit gris bloqué par Foley. Et Hunter, au sol, kick Mankind dans le coin, qui retombe tranquillement dans les parties de Triple H, dans le fameux spot où c'est ça, le spot comique où le gars tombe d'un gars de l'autre après avoir reçu un coup. Mais Triple H, c'est cool quand il vend ces genres de shots-là, avec ses cheveux de même, il est sur le côté un peu. Puis... Ouais, il shake un peu, là. Il fait comme s'il faisait des redressements assis, là. Un peu comme quand Benoît manquait son headbun, des fois, il le vendait un peu comme ça, mais... Ouais, mais il tenait la tête, puis il faisait poser ses jambes et son corps. Ouais. On l'a fait souvent, c'est là qu'on disait. C'est vrai. Et ouais, fait qu'après ça, on a comeback de Mankind avec, entre autres, le jeu dans le coin et un marteau pilon. 1, 2, et non! Après ça, on a un cactus clothesline ensuite. Et Chyna s'en mêle pendant que Emsley a le ref avec lui, et c'est à cause qu'il a une chaise, évidemment. La 9e merveille du monde met Mankind à terre avec une clothesline qui a rentré d'aplomb. Et après ça, dans le ring, Mandible Claw sur Triple H qui est perché sur la 3e corde, mais Chyna le sauve encore en tirant Mankind sur le poteau entre jambes première. Ouch! Et les deux se battent dans la foule et on a un double compte à l'extérieur, ce qui est très dommage, malheureusement. Et la bataille continue quelques temps jusqu'à temps que les officiels séparent tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle évidemment de Chyna, Triple H et Mankind. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, c'était pas dans leur premier match. Là. Ils ont eu des matchs avant, évidemment, en 96 aussi. King of the Ring aussi. Fait que, tu sais, c'est une rivalité qui fait du sens que ça finisse de même si c'est plate. Le combat n'a pas été long, c'est 13 minutes, mais c'est un solide 13 minutes. Pour une carte de 4 matchs. Ouais, mais ils ont brawlé après, puis ils ont brawlé dans le courant du show aussi. Là. Ça va continuer tout le long du show. C'est comme une storyline qui continue. Dans le fond, c'est comme un gros Raw. Souvent, les Raw, ta storyline principale ou la deuxième storyline de ton show commence puis finit vers la fin du show. Fait c'est comme un déroulement, mais les deux ensemble, là, comme je disais tantôt, sont tellement beaux à voir ensemble la chimie. Puis, tu sais, Mankind, c'est le gars idéal pour faire paraître Triple H de son personnage plus agressif, crédible. Ça m'a fait penser ce match-là un peu. Tu sais, à un moment donné, ça fait une couple d'années quand même. Là. Mais il y avait un match, je pense que c'était Dean Ambrose contre Luke Harper, puis il avait commencé le show, puis après ça, il est revenu plus tard dans la soirée pour brawler plus tard, pour qu'il fasse séparer. Ou je crois que le match avait continué par après. Là. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'était-tu dans la rivalité Wyatt contre. Non, je pense que c'est par après. Je pense que c'est par après quand que. Un petit peu après Survivor Series, là, quand évidemment Harper était dans le coin de Triple H puis l'autorité. Je pense que c'est ça.
OK, ça me dit rien. Non? Ça, je m'en souviens pas, mais ouais, c'est sûrement arrivé plus qu'une fois de toute façon. Parce que À c'est un maintes des matchs reprises. c'est un des matchs les plus longs de l'histoire, justement, Harper contre Ambrose à cause de ça. Parce que le match n'avait pas fini, puis il était parti. C'est un street fight où je sais pas trop, mais. OK. Puis il n'y a jamais eu de fin à ce match-là? Oui, je pense qu'il y a une fin. Je pense que c'est Ambrose qui a gagné, mais je suis pas sûr. OK. Et puis sinon, le match, t'as aimé ça? Ouais? Moi, j'aimais ça. Ben, j'aime, en partant, quand ils sont ensemble, je trouve que même si on s'entend, là, c'est pas un match Kurt Angle contre Chris Jericho, là, mais c'est le genre de match que j'aime dans ce style de violence-là entre les deux. Je trouve que, surtout pour le personnage d'aristocrate de Triple H à cette époque-là, je pense que dans cette période-là de sa carrière, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur opposant que Mankind. Fait que oui, sans être un match exceptionnel, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. Okay. Moi, en fait, j'étais décevant, là, évidemment, avec le double count-out, là, que je comprends, là, la situation. Là. Mais ça enlève rien au match. Là. Le match était bon. Fait que je trouve ça très solide. Là. Fait que je vais donner à ce match-là 3,25 sur 5. Moi, je vais lui donner 3 sur 5. Ouais. J'aurais pu donner un peu plus, il y aurait un finish conclusif, mais en même temps, je comprends. Et ça va continuer à builder jusqu'à SummerSlam, où les deux vont s'envoyer dans un combat de cage, dans le but d'empêcher Shannon d'intervenir. Évidemment, un petit spoiler alert, ça ne l'a pas empêché. Et Mankind a quand même remporté le combat ce soir-là, évidemment, avec le spot qu'on se rappelle, là, ce qui a fait le Big Splash, le Superfly Splash tout top la cage avec son cœur de Dude Love, puis il est sorti, puis la toune la jouait, puis il tapait du pied en bas du ring. Là. Ça, c'est un combat que je me souviens quasiment pas. On l'a reviewé en plus. Ouais, mais. Ça fait longtemps, là, un petit bout, 2 ans. Ouais, mais. Ouais, exact. C'est un combat qui me rentre pas dans la tête. Faudrait que je vais le rechecker, je pense, ce combat-là, en fin de semaine. Parce que je sais pas. Beaucoup de leurs combats, je me souviens, parce qu'il y en a eu des excellents et des iconiques, mais celui-là, il va falloir que je me le remette. C'est quoi, SummerSlam 97? 17. Ouais, c'est ça. Okay. Et les deux ont bien sûr des ennemis jurés à plusieurs reprises pendant leur carrière. Puis en fait, pour vrai, Foley, c'est un des gars qui a mis Hemsley sur la map. Là, fait que merci, Mick. Ouais, c'est carrément lui qui a fait Triple H, selon moi. Ouais, c'est celui qui a donné le plus de shine, si on veut. Ouais. Après ça, le Doc Hendricks qui raconte les événements entourant le week-end où la famille Hart a fait partie, bien sûr, d'une parade à Calgary. Et dont Diana Hart a gagné la Miss Calgary 97. Et après ça, Bret Hart a rencontré les fans pour des autographes. Puis la file a fait plus d'1 000, dit Doc Hendricks dans son petite intervention. J'ai aussi remarqué, évidemment, en arrière de moi, tu vois mon poster de Bret Hart, l'autre bout. Là. Ben, je l'ai remarqué une couple de fois quand il montrait les highlights de ces affaires-là. Puis je voyais beaucoup de monde avec le poster. Ah, c'est cool, c'est mon poster de ma chambre. Y avait-tu le manteau aussi sur les highlights? Ou... Non, le manteau, c'est quand même récent. Le manteau, ça n'avait pas 5 ans de ça, je pense. Jack Line. Chalk Line, oui. Toujours de quoi pour. Ben, c'est pas Jack Line, c'est Chalk Line. Oui. Ouais, non, je comprends pas. Okay. Attends une minute. Ah non, c'est pas ça, je l'ai accroché le bouton. Tu veux mettre le match, pas tout de suite. C'est pas ça que je voulais faire ça. Non, pas drôle, ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas drôle. Hein. Arrête de me pointer du doigt, Steve. Ouais, après ça, Goldust et Elodie ont eu la clé de la ville au nom de la WBF aussi. Puis la WBF a gagné aussi une épreuve du tir à la corde contre des policiers, des politiciens et des citoyens de Calgary présents ce jour-là. Et aussi, Bret Hart a fait le tour du terrain où le Calgary Stampede a lieu là-bas. Une belle fin de semaine remplie pour la famille Hart à Calgary dans leur patelin. Son interview time avec Doc Hendricks et la Hart Foundation au grand complet. Et avant que Bret commence vraiment à parler, Steve Austin arrive, mais est retenu par Pat Patterson, Tony Gurria et Blackjack Lanza. Et Hart dit que s'il le sort là à 5 contre 1, ça ne va rien prouver. Puis il ne veut pas être 5 contre 1, il va être 5 contre 5, puis c'est là qu'on va finir notre travail d'exécution. Donc, voilà, le match, c'était une petite promo d'avant-gala, d'avant-match pour la fondation Hart. Match numéro 2. Taka Michinoku contre le Great Sasuke dans un combat dans la division Light Heavyweight. Puis évidemment, Taka Michinoku, une toune d'entrée sous-estimée. Moi, je trouve que c'est une crise de bonne toune d'entrée. Ouais, c'est bon. Mais c'est rien comparé à Great Sasuke. Sa toune était écœurante pour vrai. Puis pour ceux qui écoutent en audio, que ce soit sur Balado Québec, Spotify ou Apple Podcast,
Mais ça va être ça, la tune qui va jouer après le review, la tune de Great Sasuke. Fait que restez à l'écoute après le Hariba. Great Sasuke, qui est évidemment un gars de New Japan Pro Wrestling, ben Taka aussi en fait, là, mais Greg Sasuke qui avait remporté. Il avait remporté la Super J-Cup en 94, Junior J-Cup en 94, mon cher. Ouais, une légende. Même à ce temps-là, c'est une légende au Japon. Ouais, là. exact. Et avant que le combat soit officiellement commencé, Mankind et Triple H sont arrivés revenus dans la foule pour continuer leur guerre. Puis ils finissent par quitter les lieux et la cloche sonne. Puis je regardais pas le match, mais la bataille entre les deux, là, entre Mankind et Triple H. Puis je regardais, je sais pas pourquoi je regardais là, mais je regardais Earl Hebner. Puis à un moment donné, je sais pas si tu as remarqué, il y a un gars de la foule qui essayait de toucher quelqu'un, je sais pas trop. Puis Hebner, il l'a pogné par le collet, puis il tirait par en bas. Non, j'ai pas vu, je peux rechecker, mais ouais. Ouais. Tu checkeras ça, ouais. Maintenant, il y a un gars qui pogne par le collet, puis il l'envoie promener, puis tout, puis il pousse le gars après ça, puis il pogne l'autre gars après à côté. Fait que tu remarqueras ça si tu le regardes. Puis vous autres aussi, si vous regardez le show, allez voir ça, puis vous allez remarquer ça. Earl Hebner qui bardasse un peu les autres. Oh, j'accroche ma souris depuis tantôt. Ouais, arrête donc. Ouais, je fais pas exprès. En passant, sur les annonceurs n'ont pas la bonne information, ben ils savent pas quoi dire, mais ils disent Taka Michinoko au Michinoku. Ça me gossait, je pensais qu'il était pour dire ça une fois, mais non, Michinoko tout le temps. On peut habituer de coller des Japonais pour ça. Ouais, mais en même temps, Howard Finkel, il a dit Michinoku, lui. Ouais, je sais pas quoi te dire. Bon. Il a noté que Taka Michinoku avait 23 ans à l'époque. Ouais. Puis Sasuke est aussi le mentor de Taka. Puis Taka avait pris le nom Michinoku pour l'honorer, étant donné que Sasuke a été le père fondateur de la Michinoku Pro, la première promotion indépendante japonaise à ne pas être basée dans la région de Tokyo. J'ai déjà dit au podcast avant quand on parlait de Michinoku, mais c'est un des gars qui fait le pont entre le Japon et la WWE, même à ce jour. Donc, qui envoie des jeunes lutteurs japonais à la WWE, soit pour NXT au centre de performance pour essayer de développer le talent qui vient directement de là. Donc, la relation entre Michinoku et la WWE est toujours existante à ce jour. Lui et Tajiri font la même chose aussi. Contact au milieu du ring et les deux se battent au tapis pour gagner leur positionnement. Et Lawler parle d'Antonio Inoki et Ross, lui, de Tiger Mask aux commentaires, ce que je trouve toujours cool quand les commentateurs ils parlent du background et de lutteurs qui leur font penser à ceux qui sont dans le ring en ce moment. C'est bien cool. Et la foule est silencieuse pour débuter le combat, ce qui est normal. Et c'est pas tout le monde qui connaît ces lutteurs-là non plus, surtout Michinoku. Là. Ouais. Et pour la première grosse réaction du combat, Sasuke ramasse Taka avec un coup de pied en tournant au visage. Et Taka avec une claque au visage et des petits sauts sachés derrière la tête et au visage du grand ninja. Et la foule commence à s'animer après un début de match quand même le fun, excitant. Et Sasuke backdrop Michinoku en bas de l'arène et saute de la 3 jusqu'en bas avec un coup de pied volant à la RVD de côté. Très beau spot. Ouais, vraiment. Et les kicks de Sasuke dans le coin avec un spinning back kick sur le fond de Taka qui est rentré d'aplomb et qui a eu un gros haut de la foule qui était quand même impressionnant. Pas autant que son spot quand il est sorti du Rumble match en 2000, mais quand même. Ouais. C'est pareil. Allez voir le review qu'on a fait, Rumble 2000. Des kicks de Sasuke dans le coin avec un spinning back kick sur le front de Taka qui est rentré d'aplomb, ça je l'ai déjà dit. Michinoku est sonné, mais est debout et Sasuke le remet au sol avec un kick sur le bord de la tête. Drette sa tente. Va-tu faire du bien? Aïe. Et Michinoku répond avec un saut dans le troisième corde jusqu'en bas du ring sur Sasuke de toute beauté. Puis évidemment, c'est genre. Il fait juste sauter, il court dans les cordes, puis il se donne un swing, puis il fait juste sauter sa troisième corde en bas du ring. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait ça sans les mains. Fait que c'est quand même pas mal cool. Là. Ouais, mettons que c'est pas toi puis moi qui ferais. Non, vraiment pas. Et Ross au commentaire nous dit que Taka est arrivé à Calgary en avion tout droit de Mexico City, tandis que Sasuke est de Tokyo. Fait que non, mais c'est quand même à Calgary qu'ils sont rendus. Là. C'est quand même un gros voyage pour les deux. Là. Ouais, c'est quelques heures d'avion et quelques heures de décalage aussi. Fait que quel âge qu'elle a, le décalage? Ouais, c'était sûr. Ouais. Ben là. Non, je sais, c'est correct, j'ai rien dit. Ça peut un reproche. Souplesse germaine de Sasuke, mais Taka retourne sur ses pieds et fait un Huracan Rana pour un compte de 2. Puis c'est une séquence pratiquement de jeu vidéo. Là. Ouais. Et Springboard Elbow suivi d'un Springboard Asahi Moonsault en bas sur Taka de Sasuke. est vraiment incroyable comme manœuvre. Là. C'est 97 WBF, là. C'est pas 2022. Ah, c'est impressionnant pour vrai. Là. Ouais, c'était quelque chose.
Coup de genou de Taka dans le coin. Et sur l'impact, Taka va sur les prunes et fait un springboard dropkick derrière la tête de Sasuke. Après ça, un Michinoku Driver qui, évidemment, il pogne le gars en genre de body slam, mais il drop sur sa tête. Très beau finish, honnêtement, ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment nice. C'est pas pour rien que le monde de fond encore puis qu'il appelle ça encore le Michinoku Driver. Là. Puis, tu sais, un gars de la taille puis de la grandeur à Taka Michinoku qui fait ça, tu sais, je trouve que comment tu peux finir un combat, comment tu peux être crédible en finissant un match, ben, avec ce move-là, si tu es capable de le lever puis de le dropper, ben, c'est très crédible. Mais pas cette fois-ci parce qu'il fait tomber après ça, c'est 1, 2, et non, il a dégagé. Pour vrai, qu'il a dégagé de ça, c'est vraiment fou là, pour vrai. Puis ça n'a aucun sens qu'il ait dégagé de ça. Là, ça aurait dû être la fin, mais en même temps. Ouais. Tu connais bien. Ouais, mais c'est pour vrai, là, les mots me manquent pour dire comment c'est écœurant comme spot, puis évidemment comme kick-out. Ils ont un historique aussi à New Japan là, qui ont lutté ensemble. Fait que, je trouve que ça fait du sens que ce soit lui qui dégage, là, que ce soit, mettons, un gars nowhere de la WWF qui dégage de ça. Puis je trouve qu'il y a une historique. Et Taka saute de la troupe, mais Sasuke l'attrape avec un saut chassé dans la poitrine. Moonsault à la Jericho sur Taka pour un compte de 2. Après ça, Sasuke ne se décourage pas. Il revient avec un powerbomb et une souplesse du dragon pour le 1, le 2 et le 3. Great Sasuke remporte le combat ce soir. In Rouse Canadian Stampede. Ouais, très, très, très bon pace. Comme je disais tantôt, de l'historique entre les deux, ils se connaissaient très bien. Très intéressant. Un genre de match aussi, puis le genre de lutte qu'on lui donnait à l'époque à WWF avec le Light Heavyweight Division, que c'était un peu. On s'entend que la WCW, c'était pas mal mieux. C'était pas mal eux autres qui avaient toute la gamme de Cruiserweight. Mais WWF a essayé de répliquer avec. Il y avait quelques bons talents quand même, WWF. Là, il y avait c'était pas WCW, mais il y avait quand même des lutteurs intéressants. Là, puis tu sauras m'en parler, mais il y avait un tournoi aussi que je checkais ça en même temps. Puis il y avait un tournoi qui avait été fait, qui avait commencé en novembre, puis qui avait fini en décembre du côté de Light Heavyweight en 97. Tu t'en souviens-tu? Justement, un tournoi que Taka avait remporté. Ouais, il avait battu Christopher en finale. Ouais. Tu peux-tu me dire qui c'est qui avait battu dans le tournoi? Il a battu 2 autres gars dans le tournoi. Taka? Ouais. Je pense qu'il avait battu. As-tu battu Devon Storm? Devon Storm en première ronde. En deuxième ronde? Devon Storm qui est bien sûr Crowbar plus tard. Ouais. En deuxième ronde, qui a battu? Il a battu. Un gars qui était quand même populaire dans cette division-là à l'époque. Là, il a eu quand même son petit moment de gloire, là, je te dirais. C'était pas Aguila? Exact. Ouais. Aguila. Ouais, tu sais. Ah, t'es sérieux, là? Et Serios Papichulo par la suite. Oui, je suis sérieux. Ouais, t'es sérieux, là? Ouais. OK, puis qui Brian Christopher a battu pour se rendre à Taka Michinoku, mettons? Il n'avait pas battu, genre, Eric Shelley? Il a battu. Non, Eric Shelley n'était pas là-dedans. Non, il n'est pas là-dedans. Il était dans le tournoi. Eric Shelley était dans le tournoi. Ouais, Eric Shelley s'est fait battre par Scott Taylor. Scott Taylor? OK. Ouais. Okay. Puis Brian Christopher, il a battu. Je sais qui le gars, mais le nom ne me revient pas. Mais il a battu Scott Taylor en deuxième ronde. Ouais, ben, il a battu sur un grand mot. C'est Kane qui avait attaqué Scott Taylor, puis il avait gagné par forfait. Puis en première ronde, il a battu Flash Flanagan. Ouais, Flash Flanagan. Je savais que j'avais un nom. Puis de savoir le pire là-dedans, c'est qu'Eric Shelley, c'est un lutteur québécois, ça. Eric Shelley? Ou pour vrai? Ouais. Ben oui, tu m'en auras à Dave. Il connaissait Dave, Eric Shelley. Puis je sais, il m'en parlait tout le temps. Il disait, il était dedans dans le tournoi, je le connaissais, Eric Shelley. Je sais pas si c'est parce qu'il le connaissait, parce qu'évidemment, il faisait des fois, Dave, plus jeune, il faisait des affaires avec Gemini et tout ça. Peut-être c'est là qu'il l'a vu, peut-être, mais tu demanderas à Dave, il va te le dire. Ouais, je vais demander. Puis juste pour mettre encore plus tes connaissances en valeur, qui était le dernier champion de la Heavyweight quand la ceinture a été retirée, puis en quelle année? Light Heavyweight, le dernier. Mais Light Heavyweight ou Cruiserweight? Parce que Cruiserweight, c'est pas pareil. Light Heavyweight. C'était pas Malenko? Non. Ça va être en genre en 2003, je pense, j'imagine, 2002. 2002. Ah non, c'est 2002 puis c'est X-Pac, non? Ouais, exact. Ouais, okay. Exact. Quand même. Quand même. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas comment ton cerveau fonctionne. Je comprends que tu aimes la lutte, là, mais je comprends pas. C'est un don, c'est ce que je te dis. C'est clair que c'est un don. Oui. C'est
correct. Ok, Un match écœurant, pour vrai. Ouais. Je veux vraiment d'aller le voir, le match, là, dans ce show-là. Puis, évidemment, comme je disais tantôt, vous regardez ça aujourd'hui, en 2024, c'est peut-être pas extraordinaire parce qu'on est dans 2024 puis on a vu plein d'affaires par la suite, mais dites-vous que c'est WWF en 97, là, fait que, Ouais. ça ressort du lot, puis une très belle job là-dessus des deux lutteurs. Fait que, dans ce combat-là, hein, de 3 et 3 quarts sur 5. Ouais, je vais donner la note de 3,5 sur 5. Puis, comme tu disais, WWF en 97, puis WWF, tu sais, oui, WCW était au-dessus de la moyenne pour ce genre de combat-là. Fait que le fait que WWF sorte un combat comme ça, un peu out of nowhere, on va se le dire, là, très impressionnant. Ouais. Et les deux vont avoir un rematch le lendemain à Raw, encore une fois gagné par Sasuke. Ouais. Et le WWF était pour faire un tournoi pour déterminer le premier champion Cruiserweight, light heavyweight, pardon. Heavyweight, ouais. Puis le gagnant devait être justement Great Sasuke. Par contre, Sasuke a dit dans les médias japonais qu'il ne défendrait jamais sa ceinture là-bas, puis juste au Japon, puis qu'il ne la perdrait pas sur la télévision à la WWF. Et à cause de ça, la fédération a coupé les ponts avec lui et aussi avec l'accord de travail entre la WWF et Michinoku Pro, qui va revenir évidemment par la suite, et qui a gagné la ceinture light heavyweight à sa place. Et oui, on en a parlé tantôt, c'est Taka Michinoku, évidemment. Titre qu'il va avoir pendant environ 10 mois jusqu'à temps qu'il la perde contre un lutteur à Judgment Day le 18 octobre 98. Et tu te rappelles-tu c'est qui le lutteur en question? Christian? Ouais, et voilà. On a dit lutteur actif en plus comme indice, mais tu n'as pas eu besoin d'indice. Parfait. Alors voilà. Dehors, Mankind et Triple H se battent encore à côté d'un camion à l'effigie des Flames de Calgary de la LNH. MJ a tenté un pedigree sur un lit de planche noire, mais Mankind le backdopé par-dessus à la place. Et Mankind a fait saigner MJ en le slammant sur le camion de WWF et finissent par être séparés. Et en fait, ils ont plus enlevé Mankind de sur Triple H que le contraire. Puis une petite sidebar, même un petit jeu de fun. Là. Tu me disais de faire des quiz avec moi, mais j'en ferai un avec toi. Parlant des Flames de Calgary, tu es capable de nommer 8 joueurs des Flames dans la saison 97. 8 joueurs? Ben, 8, tu es capable. Ah, les joueurs de hockey, ça se dit facilement. Greg Conroy? Je vais checker ça, on va dire ça. Non, il n'est pas là. Non? Non. Egan-là, je pense qu'il n'était pas arrivé à ce moment-là. Ouais. Egan-là? Ouais, est là. Je pensais qu'il était arrivé à 80. OK. Théo Fleury, étais-tu là? Ouais, 2. OK. Marc Bureau? Marc Bureau, moi, je l'ai vu, ouais. OK. 97. Il y avait. Comment il s'appelait, c'est-tu Mike Vernon, leur goaler? Non. OK, attends, non, c'était pas lui le bord, c'était. Il y a une couple d'anciens joueurs canadiens aussi là-dedans. Là. Ouais. Il doit avoir genre. Scrollin, non? Scrollin, il jouait-tu là? Non, c'est un peu plus tard, ça. C'était en Floride dans ce temps-là, je pense. Ouais. OK, là, j'en ai 3, hein? Ouais. Il y a des noms quand même connus là-dedans. Ouais, mais en 97, là. Ouais, c'est sûr, là. Puis les Flames, c'est pas comme si c'était une équipe que je checkais en 97. Là. Je t'ai dit Conroy tantôt, mais c'était pas ça. Le goaler, ça me chicote, pour vrai. Ben, il y a deux goalers quand même connus, ouais. Ouais. Ah, je sais pas, j'ai un blanc. Vas-y. Ben, t'as nommé ceux que j'ai marqués dans mon pays, au moins une quinzaine. Ouais. Florent Fleury que t'avais eu, Egan Rick Tabaracci, Corey Stillman, Andrew Castles, German Titov, Michael Nylander, le père, Derek Morris, Jonas Oglund, Valérie Buré, Tommy Albelin, Jason Weimer, Dwayne Roloson, Jim Dowd, Denis Gauthier et Steve Bégin. C'est qui le goaler? Roloson? Roloson puis Rick Tabaracci. Puis il y avait aussi Tyler Moss aussi. Ouais, c'est correct. Je suis pas si déçu que ça de. Bon. Ouais, non, mais okay. J'ai vu le logo des Flames, je vais en faire une petite affaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh oui, des fois, c'est le fun de bifurquer puis faire d'autres choses. Exact. Intervention de 3 commentateurs par la suite. Il nous montre du footage de Raw il 2 semaines où Ahmed Johnson s'est blessé en se battant avec 8 Ball des DOA pendant un bon décide de l'Apocalypse et la nation de domination. Et en quoi ça a rapport? Eh bien, je vais vous le dire, c'est bien sûr, c'était supposé être Ahmed Undertaker ce soir pour le titre mondial de WWF. Mais c'est Vader qui va prendre la place de Johnson.
Et Allen va revenir de sa blessure en août de la même année. Il a été sorti de la nation et été remplacé par un certain Rocky Maivia. Je connais pas. Undertaker et Matt Johnson se sont jamais battus contre après, ouais. Pas Ouais. en single. Pas en single. Non, ouais. Ouais. Ça aurait été un match-up intéressant quand même. Ouais, ça aurait pu. Hmm. Interview time avec Doc Hendricks, Paul Bearer et Vader. Et Doc demande à Paul c'est comment il a pu tomber aussi bas lundi dernier à Raw en accusant Taker d'avoir tué sa famille. Et Bearer demande à comment Taker comment il peut se regarder dans un miroir en sachant qu'il est un meurtrier, que tu as tué ta propre famille. Et ce soir, ça a été déjà vu pour toi quand Vader va te battre, comme il l'a fait au Royal Rumble. Tout le monde va te voir tomber et aussi voir la ceinture aller par-dessus l'épaule de Vader. Puis pendant qu'il a dit cette phrase-là, ben, il montre la vidéo de ce qui s'est passé au Rumble avec Bearer qui avait frappé Taker avec l'urne, ce qui avait permis à Vader de piner Taker avec la bombe, le Vader Bomb. Et du déjà vu, Hendricks déjà vu termine Paul Bearer. Donc, match numéro 3. Vader accompagné de Paul Bearer contre l'Undertaker pour le titre mondial de la WWF. Paul Beau Bearer, chapeau. sa photo. Ouais, beau chapeau. Ouais, c'est comme un genre de shérif cowboy, là, c'est pas clair, mais il fait peur, Taker, de même, pour vrai. Ouais. Je trouve que je le trouvais quasiment plus intimidant de cette façon-là. Ouais. Ah ouais, c'est un beau look. Ouais. Et ça commence en bataille de coups de poing et ensuite Taker, il va d'une line, une descente de la cuisse pour un compte de 2. Et le champion continue ça avec le old school pour un autre 2. Et un peu de temps après ça, Taker envoie Vader en bas avec une grosse botte. Et Vader réplique en projetant l'homme d'outre-tombe dans les marches, genou premier. Un peu comme Mankind tantôt. Et Bearer en profite pour écœurer Taker après. Dans le ring, Taker saute de la 3 avec une superbe corde à linge. Et Vader est encore une fois en bas et Taker marche vers Paul Bearer qui a la chienne qui recule pour essayer de se sauver. Et Vader assomme Taker par derrière et Bearer attaque son ancien protégé avec son soulier. Et Vader rend l'appareil avec une line de Taker sur de la 2 au lieu de la 3 à la place. C'est suivi d'un gros splash pour 2. Et Vader a maintenant l'avantage du match. Et Vader travaille dans le coin, mais Taker revient avec des punches et ça va pour le chokeslam, mais Vader se défend avec un low blow. Et l'arbitre l'a vu, mais l'a pas disqualifié. L'arbitre du combat est Jimmy Corderas. Non, c'est pas vrai. L'arbitre était bien sûr Lunchtime Suicide lui-même, Tim White. Taker lâche pas. Et Vader a pour le coup la paire tombale, ce qui était insane parce que Vader il pèse 350 livres et plus. Et le Mastodon change de momentum et tombe sur ses pieds, mais malheureusement, Taker de la misère et Vader tombe, puis il fait comme un genre de pin sans le vouloir. Mais bon. Ouais. Au moins, ça a l'air botché quand je le dis. Oui, ça l'était, évidemment, mais ils sont bien repris quand même. C'était pas si pire. Ouais, il a réussi à rattraper ça le mieux qu'il a pu. Là. Ben ouais. Et c'est le temps du Vader Bomb, mais Taker se relève en zombie et lui remet son coup de tantôt dans les parties. Et dans un spot très cool, il prend Vader par la gorge, le chokeslam de la deuxième corde jusqu'au tapis. Très beau spot. Compte de 2 seulement par contre, Vader dégage. Et un autre chokeslam, mais encore une fois, c'est un compte de 2. Fait que Taker, Vader, il lâche pas. Ouais. Sauf que malheureusement pour lui, Taker fait signe que c'est terminé. Tombstone! Très, très beau. Comme je disais tantôt, Vader est pas petit. Et c'est réussi pour le 1, le 2 et le 3. Tout champion mondial de la WWF, l'Undertaker. Un match-up intéressant. Un match-up intéressant. Le match était pas mauvais, mais après c'est un peu un down après les 2 premiers matchs là, qui étaient vraiment bien meilleurs. Est-ce que le fait qu'ils se soient battus ensemble, que c'était pas prévu dernière minute, ça a peut-être nuit un peu au tempo? Mais tu sais, Vader, c'est un gros bonhomme, Taker, c'est pas un petit bonhomme non plus. Fait un match correct sans plus. Là. Moi, ça m'a pas excité le poil des jambes plus qu'il faut. Le match était correct, mais comme je dis, rien de trop impressionnant à part quelques spots ici et là. OK. Ouais. Je trouve que c'est un bon combat de Big Man, là, avec pas trop de temps, considérant que c'est pas des petits lutteurs. Là. Puis une belle job des deux quand même. J'enlève pas que c'est un match qui était très bon quand même pour un match qui n'aurait pas dû l'être tant que ça. Évidemment, les deux sont bons. Objectivement, les deux sont bons, mais c'est peut-être pas souvent les meilleurs matchs entre eux autres. Mais bon, bel job ici pour ce combat-là. Fait que je donne à ce match-là 2,75 sur 5. Ouais, moi je vais donner 2,5 sur 5. Parfait.
Et Undertaker va rester champion jusqu'à SummerSlam quand il va perdre la strap contre Bret Hart après un coup de chaise accidentel dans la bite spéciale du combat Shawn Michaels. Il va y avoir évidemment une rivalité ensuite jusqu'au fameux premier match Hell in a Cell à Bad Blood. Puis quelque chose de vraiment drôle, c'est qu'on enregistre en ce moment. Puis dans le journal aujourd'hui, j'ai écouté Taker puis Maven qui faisait le breakdown du match contre Shawn Michaels. Ouais? Ouais, c'est la chaîne de Maven, là, c'est ça, c'est Taker, puis les deux regardent le match, puis ils commentent qu'est-ce qui se passait, puis c'est vraiment, vraiment bon, puis c'est cool. D'ailleurs, on peut le dire, mais on va en parler cette année au podcast de ce pay-per-view-là en général. Là. Quoi? Ouais. Non, mais mon texte, ça le disait dans mon texte. Ah, excuse-moi. C'est pas grave, tu peux pas le savoir. Et évidemment, le son a été introduit pour la première fois à quelqu'un qui va être affilié à Taker pour le restant de sa carrière, évidemment, son jeune frère Kane. Ouais. Et là, je vous dis quelque chose que personne ne sait à part vous autres en ce moment. Là. Restez à l'écoute du podcast dans les prochains mois si vous êtes des fans de l'histoire entre Taker et Kane. Ouais, exact. Et là, il va être pour sa part abandonné par Paul Bearer. Il va même faire un face turn pour partir en rivalité avec la Hart Foundation, plus précisément Bret Hart et le British Bulldog. Ouais. Ils vont même s'affronter à un In Your House, je pense. Hein? Oui, en effet, c'est British Bulldog puis c'est un tag match, oui, c'est Patriot puis Vader contre le Bulldog et Bret Hart, je pense. Ou bien c'est des matchs séparés, là. Peut-être à Raw, peut-être c'est arrivé ce match. C'est ça Beware of the Dog, ça, ou? Non, Beware of the Dog, c'est en 96. Non, c'est arrivé à... c'était quoi le show? Ground Zero. Ground Zero. OK. Ouais. Pas Zero Ground, mais Ground Zero. Ouais, pas In Your House, Ground Zero, In Your House. Ah, c'est ça, exact. Faut pas se tromper entre les deux, c'est différent. Encore du footage des Hart, qui est pratiquement la même affaire que tantôt, mais en version plus courte. Et après ça, on a un paquet vidéo qui montre que c'est en la WWF, c'est vraiment une guerre de gang avec la Nation, la DOA et les Los Boricuas. Et Todd Pettengill dit en voice-over que malgré tout, c'est rien à comparer à ce qui se passe entre Stone Cold Steve Austin et la Hart Foundation. Le décompte pour le chaos à Calgary est complété. Le moment de gravure est maintenant arrivé, finit Pettengill. Après ça, on a un interview time avec Doc Hendrix, Goldust, Ken Shamrock, Legion of Doom et Stone Cold Steve Austin. Et Goldust dit que c'est lui qui avait été le peacemaker dans cette équipe. Si vous voulez jouer à Clint Eastwood, eh bien, vous avez devant vous les 5 hommes qui peuvent le faire. Et Shamrock dit qu'il est dans sa zone et qu'il c'est le temps de se battre. Et Animal dit que peu importe ce que Bret peut dire, ça n'a pas rapport d'être le Canada et les États-Unis, mais bien pour la survie du plus fort. On va savoir si vous avez ce qu'il faut pour être debout à la fin, finit par dire Hawk. Et j'ai une chose à dire, dit Hawk. Et tu peux le dire si tu veux le dire encore, vas-y. Well. Ben non, c'est l'autre affaire qui dit. Ouais. Et Austin s'en va même que Doc Hendrix peuvent lui parler. Le segment se termine. Et après ça, on a dans le ring le trio féminin Farmer's Daughter pour chanter l'hymne national canadien. Elles sont un groupe de country de Vancouver qui était actif de 1991 à 2002. Et leur plus gros succès en carrière est Cornfields and Cadillacs. Ah, moi, je connais Cornflake. Puis, vu qu'ils viennent de Vancouver, j'imagine qu'ils n'ont jamais rien gagné, non? Howard Finkel nous présente ensuite dans la première rangée le premier ministre de l'Alberta, Ralph Klein, dois-je, actif de 92 à 2006, qui est maintenant malheureusement décédé. Ah, et non. aussi, ouais. Ben, c'est pas drôle. C'est le gars qui avait toujours le doigt dans le nez, ça, Ralph? Non, pas lui, ça. Non, c'est pas Ralph Wiggum, j'ai dit Ralph Klein. OK. Ici, ce soir, on a évidemment, bien sûr, Stu et Ellen Hart avec un beau pop de la foule du Saddle Dome, ici ce soir. Donc, on est prêt. Pour le main event, bien sûr, le match numéro 4, Stone Cold Steve Austin, Legion of Doom, Ken Shamrock et Goldust contre la Hart Foundation avec Bret Hart, Owen Hart, le Rocket Owen Hart, British Bulldog Davey Boy Smith, Jim the Anvil Neidhart et Brian Pillman avec dans leur coin, Dana Hart dans un 10-man tag. Et le challenge de la Hart Foundation pour trouver les 5 meilleurs lutteurs américains de la WF a été fait par Bret Hart au King of the Ring le mois d'avant. Évidemment, Austin était le premier à accepter le défi le lendemain à Raw. Et Goldust et les jeunes sont venus séparer Austin et Shamrock au Raw du 7 juin. Et c'est Goldust qui a dit que lui, LOD et Shamrock seraient avec Austin avec son compte dans le match. Et le Rattlesnake a fini par dire oui à la proposition.
Et quelque chose qui était intéressant. Jim Ross, au commentaire, dit que plusieurs caméras sont à l'extérieur du ring pour filmer un certain documentaire sur Brett, qui va être bien sûr le très acclamé, le très bon Wrestling with Shadows. Oh, c'était quoi ce bruit-là? De quoi? Ça a fait un bruit. C'est peut-être ton micro qui a fait ça. C'est peut-être ma salive, peut-être. Ah, le documentaire, c'était pas. Octa! Ouais, c'est ça. C'était pas Crying with Brett, non? Non, c'est I Got Screwed by That Motherfucker puis That Pussy Shawn Michaels. Ouais. OK. Non, c'est pas tant Shawn, c'est plus l'autre trou de cul qui avait parlé de ça, Triple H dans le dos. Hein. C'est celui qui n'a pas d'affaire là, qui a eu ça un push parce qu'il était bien chum avec Shawn Michaels. Là. Trou de cul. Ouais, après ça, Art et Austin commence les hostilités avec une série de coups de poing qui voit Brett avoir l'avantage sur Stone Cold au grand plaisir de la foule. Et après ça, le Hitman a quelques manœuvres sur Steve qui se défait de Brett avec un coup bas. Il arbitre du combat AJ. Non, c'est pas vrai. Austin a un sourire au visage et fait le rêve de millions de dollars à Brett. Et ils reprennent leur fameux finish de Survivor Series 96 entre les deux. Mais cette fois-ci, Austin dégage à deux. Et après ça, Brett va taguer Jim l'enclume Neidhart. Mais il s'est fait prendre par un Lutez Press d'Austin qui va faire le relais à Ken Shamrock. Il met Neidhart dans un ankle lock, mais Pillman vient frapper Shamrock pour le bris. Et l'homme le plus dangereux au monde amène Pillman au tapis avec une souplesse ventre à ventre. Et ensuite, on a des relais à Goldust et Owen Hart, respectivement. Et petit échange entre les deux. Et ensuite, Goldust amène Hawk dans la mêlée. Il met Owen au sol et il lui fait un splash de la 3 pour un compte de 2. Un spot que j'ai pas vu Hawk faire souvent, qui était quand même cool pour lui. Ouais, bravo. Et le Rocket esquive un saut chassé de Hawk et tente le sharpshooter, mais Animal vient casser ça. Et le Bulldog britannique est maintenant dans le match. Il fait une très belle souplesse en délai qui a duré quasiment 10-12 secondes. C'était de toute beauté. Et Davey Boy va finir avec son Power Slam en courant, mais Goldust empêche le combat de se terminer. Et un peu plus tard, Brett accroche Goldust par les pieds dans le coin des Hart qui le frappe comme si c'était une piñata humaine. C'est drôle que tu dises à Crush parce que Crush, Pignata, accroché par les pieds, Macho Man, WrestleMania. Puis Crush est dans DOA, l'Apocalypse. Exact. Tout est dans tout. Ouais. Après ça, évidemment, les deux équipes se rencontrent pour un gros brawl entre les deux. Et ça se transforme avec Animal contre Owen après. Et le roi des cœurs fait un coup de pied rouet et suivi d'un show chassé de type missile avec un kip-pop et la foule pop très fort pour Owen. Il veut faire un Uragarana, mais Animal le drive au tapis avec un powerbomb, mais après ça, il fait un beau power slam. Et Animal signale la fin et les Legion of Doom font leur Doomsday Device sur Owen. Mais c'est au tour de Neidhart de briser ça. Et les deux quintettes se battent tout en même temps dans le ring, encore une fois. Dans la commotion, Stone Cold ramasse Owen à la jambe avec une chaise à quelques reprises. Même si Bruce Hart, notre ami Bruce Hart, est assis dans la première rangée, essaie de stopper Austin du mieux qu'il peut. Mais Austin le pousse. Et après ça, malheureusement pour Owen, il se fait aider pour aller au vestiaire par les officiels. Il ne peut pas mettre vraiment de poids sur sa jambe, donc ça n'a pas l'air bien reluisant pour lui, malheureusement. Stone Cold Stunner à Pillman, mais le Hitman sort Austin et lui rentre sa jambe dans le poteau. Et Brett ne lâche pas, il le frappe avec un extincteur de feu avant de lui faire la fameuse prise en 4 dans le coin. Yes! Ça là, quand t'as vu ça. Tabarouette. Là, il va falloir que je parle aux lutteurs de la GPW la saison prochaine. Je veux au moins avoir une prise en 4 dans le coin. Je ne sais pas qui pourrait le faire. Ben, d'après moi, Kazura serait capable. Demande ça à Casey Diamond. C'est vrai que Casey ne me refuse pas grand-chose. Elle est fine, Casey. Bon, mais c'est ma chum, Master. Ah ouais, elle est fine. Gentille. Ouais. Même si ça triche. Ouais, après ça, on a Animal qui vient aider Austin, qui rentre tant bien que mal dans son coin. Il fait le relais à Hawk, qui est dans le ring 1 contre 1 avec le Bulldog. Puis vraiment, pour vrai, là, ma description ne fait pas justice à ce combat-là. Là. C'est complètement fou comme match. Il n'y a aucun moment dol dans ce combat-là. Ben, en fait, c'est ce que ça doit être. C'est une guerre de nations, ouais. en fait. Puis il y a du talent. Puis je trouve ça cool que Goldust soit dans ce combat-là. Parce que, ouais, mais quand tu fais Team America, tu ne mettrais pas Goldust, me semble. Ouais, c'est ça qui fait de pas. Mais en même temps, le pire, c'est que je pense que si ça n'aurait pas été de. Parce que je pense qu'au début, c'était Sean qui était dans ce combat-là. Là, avec, ça aurait été cool, ça, par exemple. Ouais, mettons, tu remplaces Sean par Goldust par Sean, ça aurait été. Ça fait plus de sens aussi, puis même pour la suite après. Ouais, mais quand même, il fait pas, mais en même temps, c'est cool.
C'est bon parce que c'est le fun parce que c'est un bon lutteur. Puis il y Ouais. avait un commencement de babyface push là, qui commençait beaucoup. Là. Ouais. Fait que, il y a pire choix, mais en tout cas. Les officiels réussissent tant bien que mal à sortir Austin de là. Ils l'amènent au vestiaire. Fait que maintenant, les équipes sont rendues 4 contre 4 au lieu de 5 contre 5. Évidemment, qui les retraits d'Owen et Stone Cold. Mm-hmm. Et là, Hitman avec un coup de coude, la 2 sur Animal ensuite. Et Animal va taguer M. Shamrock qui va pour la cheville de Brett, mais Pillman vient à la rescousse de Brett avec une close line. Et le Hitman finit par envoyer Ken en bas de l'arène et Pillman l'envoie sur la tête des commentateurs. Et le brawl complet recommence en bas de l'arène. Balage à la russe sur Shamrock pour The Brett pour 2. Et le Bulldog vient tabasser Shamrock et Ken lui fait un low blow pour se redonner un peu de lousse. Et Goldust est in maintenant. Il fait un Bulldog au Bulldog. J'ai trouvé ça drôle. Et Goldust va faire sa tombée de rideau. Mais l'incontrôlable Pillman est encore là pour aider son équipe en empêchant Goldust de faire son finish à Davey Boy. Et Goldust fait une erreur en montant sur la 3e corde. Et Smith le fait payer en lui faisant une superplex que heureusement pour l'équipe de Austin, Hawk vient briser. Et pendant Dawson, le revoici qui revient vers l'arène en boitant. Et Stone Cold le mène dans le ring ensuite et la place explose. Brett prend son homme dans le coin, le fameux sternum premier qui fait le gros bruit. Et il revient avec une souplesse pour un compte de 1. Brise nuque et dos de Arthur Austin. Et ensuite, c'est la descente de la du coude de la 2e corde. Mais par contre, Stone Cold renverse un sleeper du Hitman avec un brise-mâchoire qui est pratiquement un stunner, mais avec la tête au lieu du bras. Là. Puis il n'a pas fait de coup de pied avant non plus. Fait que... Non. Et Hart essaie un sharpshooter ensuite sur Steve, mais Animal va empêcher ça. Et Stone Cold place Hart dans sa propre soumission. Et Owen revient dans le ring et casse la prise d'Austin sur son frère Brett. Austin se laisse pas intimider et ramasse Owen avec une line qui envoie le plus jeune Hart de la famille à l'extérieur du ring. Il attaque un peu et le rembarque, mais notre chum Bruce lance son verre sur Steve. Et après ça, Austin pensait qu'il se retourne puis il pense que c'est tout, fait qu'il l'agrippe par le collet. Et plusieurs des frères Hart jump la barricade pour se battre. Plusieurs de la famille Hart jump la barricade pour se battre avec Austin. Et Steve veut amener Brett de force dans le ring, mais Owen en profite pour lui faire un roll-up en prenant bien sûr de tirer le maillot pour le compte de 3. Et la victoire de la famille Hart, gracieuseté du roi des cœurs lui-même. Grosse victoire pour Owen parce que, tu sais, dans toutes les stars que dans ce combat-là, c'est pas nécessairement lui qu'on pense pour avoir le pin. T'avais-tu d'autres choses à rajouter avant que je continue l'analyse? J'ai j'ai le reste de l'aftermath. Là. OK. Puis, je vais le dire avant, dans le fond. C'est que Austin dans son rôle de badass qui se crisse de tout le monde, se pogner avec la famille Hart dans la première rangée, je trouve ça écœurant, honnêtement. Là, c'est un bon segment, puis ça fait du sens là, qu'il n'y a pas peur de personne, puis que là, t'es dans le territoire hostile. Fait que c'est vraiment nice. Le finish, par contre, j'aurais peut-être pas fini ça qu'un roll-up. Avec toute la guerre, une guerre de 5 contre 5, tu finis ça avec un roll-up, c'est un peu ordinaire. Puis c'est un point négatif. Point positif, c'est que j'ai aimé tout le build-up qui a mené à Austin Brett seul dans le ring. On dirait que ça a tellement été buildé pour ce moment-là. Je trouve que la foule était déjà vendue d'avance parce que c'était les Hart, mais je trouve que ce moment-là a été bien buildé pour que ça explose au bon moment. Non, c'était solide pareil. Ouais. Et bien sûr, ça se termine pas là. La guerre continue après la cloche. Tout le monde se bat avec, entre autres, plusieurs frères Hart comme Bruce, Smith et Ross. Et éventuellement, l'équipe d'Austin vient se faire escorter par la sécurité des policiers. Et on pense que c'est enfin terminé, mais Austin revient tout seul avec une chaise et frappe Neidhart. Et malheureusement pour Steve, toute la famille Hart dans le ring lui saute dessus. Puis dans un affaire qui est crissement nice, là, il se fait menotter, mais ça n'empêche pas de faire des fuck you. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est menotté, fait qu'il fait juste se pencher, puis il fait des fuck you à la foule. C'est vraiment, là, c'est très bien fait, puis c'est de la hate en crise. Puis Brett, quand il crisse des shots à Austin, quand il revient dans le ring, là, comme, il pogne comme un joueur de hockey, puis c'est malade. Là. Puis c'est la réaction d'Austin, ça fait tellement avec son personnage. Là, fait que, même s'il est comme genre pas en danger, mais il est genre vulnérable. Même s'il est genre vulnérable parce qu'il est menotté, il reste badass quand même. En train d'envoyer chier pareil, ça ne l'empêchera pas de faire des fuck you. Il était clair.
Les 3 meilleures dernières minutes du gala servent à la famille Hart pour célébrer avec toute la famille ensuite. Puis bien sûr, qui dit Hart dit évidemment les jeunes lutteurs qu'on va connaître plus tard, dont Natalia, David Hart Smith, Tyson Kidd et aussi Teddy Hart. Ouais. Et sans oublier Stu et Helen. Et probablement le dernier gros. Pour vrai, c'est probablement le dernier gros feel-good moment de la famille. Là, parce qu'évidemment, plus tard, par après ça, il y a One Night Only, il y a Screwjob, il y a Owen. C'est un très. En fond, c'est un très beau happy ending, genre satisfaisant, puis c'est triste en même temps pour les raisons que j'ai nommées. Là, fait que, ouais. Puis après ça, tu as toutes les morts qui s'en suivent dans les prochaines années, dans les 2 prochaines années. C'est Owen qui tient son petit gars dans ses bras. Ouais. C'est un beau moment, puis en même temps, avec la hindsight, tu fais genre, Ouais. c'est triste. Mais tu sais, il y a tellement de monde dans cette famille-là. Hey, ça n'arrêtait plus, là, les nièces, les neveux. Là. Hey, moi, j'écoutais ça, j'étais comme Chris à un moment donné. Sur les 15 000 personnes, c'est des Hart dans l'amphithéâtre. Je comprends, mais Chris, ils ont 12 enfants, je pense, les Hart. Ils ont tous 4 enfants chaque à un moment donné. Ouais, c'est malade. Ça va vite. Là. Ouais. Mais sinon, le combat est une véritable pièce d'anthologie pour vrai, pour des combats par équipe, puis surtout des matchs avec 4 personnes et plus, avec plus que 4 contre 4. Là. Puis c'est un très beau match moment slash moment qui est vraiment inoubliable. Puis c'est à voir absolument, même je vous dirais qu'après le podcast, après avoir écouté ça, allez voir le match parce que ça vaut la peine. Est-ce que tu es vendu plus parce que c'est les Hart? Non. Le match est excellent pareil. Là. Ça n'a pas rapport avec les Hart. Là. Non, je sais, mais je te demandais juste est-ce que c'était plus émotionnel ou vraiment tu y vas vraiment plus. Est-ce que l'émotion va jouer une grosse partie de ta note ou c'est vraiment cérébral en fait? Ben, c'est cérébral, mais je pas de. Non, je pense que c'est fair. Ma note, je pense. OK, parfait. Je vais donner à ce combat-là 4 et 3 quarts sur 5. Puis, qu'est-ce qui m'a fait enlever c'est beaucoup, là, je trouve. Ben, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde sur ces internets qui donnent 5 à ce match-là. Fait que... Tabarnak, faut pas exagérer. Là, juste le finish en partant, t'enlèves un. Mais regarde, laisse pas finir, là. Ouais, vas-y. Je donne 4 et 3 quarts justement à cause de la fin. Parce que t'es arrivé à Love Nowhere puis c'était comme Nowhere. Fait que s'il arrêtait, il y aurait une fin plus mémorable, peut-être, ça aurait été un 5. OK. Genre, mettons un sharpshooter puis Austin abandonne, mettons, là. Ou il passe out encore, là, mais je comprends que c'est pas le même moment. Ils l'ont déjà fait. Fait que... Mais tu sais, je vais y aller peut-être plus avec. Je comprends l'émotion aussi là, qui rentre en ligne de compte, je peux comprendre ça, mais ceux qui donnent 5, là, je comprends. Mais en même temps, c'est un match qu'il n'y a pas de moment mort. Tout le monde est tout le monde a un moment pour shiner. Tous les moves rentrent comme faux. Il n'y a rien qui est botché. Il n'y a rien qui est tout croche. Je sais. Puis avec la foule, l'énergie, je comprends, mais regarde, c'est subjectif aussi. Là, mais c'est peut-être moi aussi que j'ai le combat. Mais tu sais, je vais donner ma note, puis après ça, 5, je trouve que c'est vraiment exagéré. Mais moi, je vais donner la note à ce combat-là de 4 sur 5. Tu sais, je donne quand même une grosse note, là, tu sais, je veux dire, mais 5. Je trouve qu'en bas de 4 écarts, je trouve ça un peu lourd, là. Mais bon, c'est en même temps. Qu'est-ce qui est bon, Pitou, il va nécessairement bon pour 4 sur 5, c'est quand même pas une mauvaise note, là. Non, je dis pas que c'est une mauvaise note, au contraire. Juste que moi, en bas de 4 écarts, moi, je trouve que. En tout cas, en même temps, c'est selon, hein. Chacun pour soi. Ton corps, ton choix, hein. Ouais, exactement. Ensuite, on va changer de fio d'un frère à l'autre, en passant de Brett à Owen, évidemment. Puis on sait ce que ces deux-là vont s'affronter à SummerSlam dans un match qui va changer la vie de Stone Cold Steve Austin, évidemment. Et on sait pourquoi. Là. Et Austin va avoir sa revanche à Montréal sur Survivor Series au mois de novembre. Pendant que le Hitman va avoir des mini-feuds avec le Patriot et l'Undertaker qui va évidemment battre à SummerSlam pour son cinquième et dernier titre mondial à WWF. Et bien sûr, après ça, va arriver le Montreal Screwjob et son départ pour la WCW en décembre, pardon. Et Pillman va entrer en rivalité avec Goldust jusqu'à temps que, malheureusement pour M. Pillman, il décède pas longtemps après ça, vraiment 3-4 mois après ça, le 5 octobre à l'âge de 35 ans, qui était évidemment la veille de Bad Blood. Et le Bulldog va avoir des rivalités avec Vader et Ken Shamrock dans les prochains mois, tandis que Legion of Doom vont avoir Henry et Phineas Godwin dans leurs pattes.
Ouais, puis j'ai trouvé ça cool aussi de voir Pillman parce que c'est rare qu'on le voit lutter dans nos reviews. Là. Ouais. On n'a pas fait énormément de matchs avec Pillman d'impliqués. Fait que, non, j'ai trouvé ça cool de le regarder. C'est un des gars que je regardais le plus dans le match, que j'analysais le plus parce qu'évidemment, c'est un qu'on ne voit pas souvent. Fait que, très Ouais. cool de voir ça. Ouais. Fait que voilà, c'est ce qui conclut le pay-per-view. Un très bon show. Fait que on va continuer ça évidemment avec les Match of the Night, le pire match et la note. Je pense que ça va être les mêmes pour les deux. Là. Ouais, c'est ça. Le meilleur match, dernier match. Ouais. Puis Puis le le pire pire, c'est match. Vader Taker. Ouais. Puis il faut avoir un pire match, désolé, mais le match était bon pareil. Là. Le Ouais, match il est pas mauvais pour autant, juste qu'il faut faire un choix, puis c'était le plus facile de la gamme. ouais. Fait que là, c'est la note du show après. Oui, tu veux-tu commencer? Je vais commencer. Je vais donner la note à Canadian Stampede, la note de 8,5 sur 10. Et on a. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent dans l'histoire du podcast. Là. Quand même Mais assez souvent. Des rétro-reviews. Ben, qu'on a même la note au complet, les trois. Parce que là, Ah, j'avoue que ça doit quand même être. On a le trio, là, on a les trois. Là, on a Ouais. le même match, le pire match, puis la note 8.5 moins avec. Fait que, Ouais, exact. fait que voilà. Fait que Ouais. 8.5 pour In Your House, pour vrai, je vous suggère Ouais. fortement d'aller voir. Puis en plus, c'est pas long, c'est Non. 1h45. C'est fou, là. Ouais. 4 matchs, puis tight, bien fait. Tout est bien raconté, tout est bien ficelé. Puis tu sais, mettons sur papier, tu regardes ça, tu fais comme c'est cool, mais tu sais, c'est pas méga All-Star Card, malgré que tu sais, Ouais. oui, c'est des gros noms, mais je te dirais qu'il est. Comment je pourrais dire ça? La carte n'a pas l'air sexy. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais excellent, très bon, fait la job. Le point faible du show, c'est les finishes, je pense. Tu sais, mettons le premier match, le dernier match. Ouais. Tu commences puis tu finis avec un finish so-so les deux. Fait que ça, c'est un point faible dans ma note à moi, en tout cas. Puis, ce show-là, là, il aurait peut-être pu avoir un 10, là, peut-être. Là, je fabule. Là. Mais s'il y aurait eu un match de plus, genre de 3 étoiles à peu près, là, 2, 3 quarts, 3 étoiles, là, ça aurait Mais tu été. sais, je suis d'accord avec toi. Mettons un match de plus, je vais dire n'importe quoi. Mettons un Shawn Michaels contre un. Je sais pas, Ouais. un. Peut-être pas, là. Mais peut-être un match de light heavyweight, peut-être. Un affaire de même. Non, mais un match, mettons. C'était qui les champions intercontinentaux à cette époque-là? Ben, c'est dans le match, c'est Owen, non? Ah, c'est Owen, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, bref, en tout cas. Tout Ouais. ça pour dire que excellent show quand même. Puis c'est le fun, Ouais. des cartes comme ça, avec des shows solides. Là, puis Ouais. des moments mémorables aussi. Fait que, puis évidemment, si tu trouvais que 1h45 c'est trop long, ben allez voir au moins le match, le 5 contre 5, puis le Great Sasuke contre Takumi Ichinoku. Parce que, Ouais, ça fait différent des autres qu'on ouais. voit d'habitude. Fait que allez voir ces deux matchs-là au moins, ou au minimum, Mhm. mais le show complet vaut la peine malgré tout ça. Ouais, très, très, très bon show. Ouais. In Your Qu'est-ce qu'on dit d'habitude quand on a fini un rétro review? Et dans le rétroviseur, Bye bye! hey, t'en as rien, bye bye! Le 312e épisode, si je me trompe pas. Parce que Ouais. là, on en enregistre d'avance, fait que des fois, mais je pense que c'est ça, 313, 313 même, excusez. Il sort ça avant Mickey James, celle-là? Mais non, c'est Non. après. Fait que Ouais, après. 300. Ouais, 313. Puis si je me trompe pas, je pense qu'on est à la veille d'avoir peut-être pas cette année, l'année prochaine plus, là, mais le 100e rétro review, je pense. Ouais. On est genre à 73 ou 75, je pense. Ah, ça va arriver. Ouais. Puis, fait que voilà, In Your House Canadian Stampede, bon pay-per-view, allez le regarder. Puis, avant de vous quitter rapidement, on va vous parler des prochains rendez-vous dans le mois qui s'en vient parce que c'est un mois rempli avec beaucoup, beaucoup de bons podcasts, dont celui-ci, Marco. Et oui, TNA, l'histoire de TNA de hier à aujourd'hui, le passé, le présent, le futur, évidemment. On sait que du côté de Montréal, Slammiversary le 20 juillet prochain, en direct de Montréal, on va être là. Première rangée. D'ailleurs, j'ai hâte mes billets. Puis aussi, le jeudi 18 juillet, à travers la table, live, un podcast spécial de TNA avec évidemment nos prédictions puis la carte qui va être à Slammiversary qui va être sortie à ce moment-là parce qu'on va être 2 jours avant le pay-per-view. Oui.
Et après ça, les succès pleuvent au podcast avec ce podcast ici. Après, aujourd'hui dans l'histoire. Ah oui, aujourd'hui dans l'histoire, le 4 janvier 1999, on va comparer qu'est-ce qui arrivait segment par segment, match par match, heure par heure de Monday Night Raw et de WCW Monday Night Raw, évidemment avec deux événements majeurs. Le premier titre WWF de Mankind qui remporte la ceinture et le Finger Poke of Doom de Hogan et Kevin Nash. Donc, on va analyser non seulement ces moments-là, mais tout ce qui s'est passé dans le show. Dans le fond, il y en a un qui va faire Raw, l'autre va faire WCW Nitro. Je peux vous confirmer tout de suite que moi, je vais faire Nitro, puis Marco va faire Raw. Ouais, on va tout vous analyser ça. Ça va être très, très, très intéressant. C'est la première fois qu'on fait ce genre de formule-là. Ouais. Puis gageons que ce ne sera pas la dernière. Puis évidemment, ceux qui sont sur YouTube souvent puis qui ont la chaîne Wrestling Bios, ben c'est ça, c'est Reliving the War dans le fond qu'on fait. Ouais, exact. À notre sauce, à nous autres, fait que ça va être intéressant de voir ça. Puis quand je l'aime, ce thumbnail. Ah, il est beau. Un des plus beaux. Ouais, j'aime ça avec les petites TV, c'est cool. Et on termine le mois avec une biographie, ma foi, légendaire. La biographie du légendaire, tu l'as dit, Jerry the King Lawler, évidemment, maître des territoires, promoteur, commentateur, lutteur. C'est ça, Jerry the King Lawler, une légende vivante. C'est quand même un miracle qu'ils sont encore en vie aujourd'hui. On espère qu'il va toujours être en vie quand on va faire la bio. Donc, Jerry the King Lawler, très important pour beaucoup de parcours de lutteurs, de lutteuses et aussi de managers dans l'histoire de la lutte avec le territoire de Memphis. Oui, on n'a pas manqué un mois de juillet rempli de bons podcasts. Fait que manquez pas ça dans les prochaines semaines au podcast. Yes. Fait que, en attendant, je vous souhaite une excellente été. Revenez-nous en forme au mois d'août, évidemment, pour plusieurs podcasts, le retour de À travers la table avec les entrevues. Et qui sait ce qui va sortir? Qui sait qu'est-ce qu'on est en train de préparer? On ne sait jamais. Toujours des surprises. Okay, merci Marco pour le review. C'était excitant. C'était le fun à parler. Oui. Stampede. Donc, mesdames, messieurs, ne manquez pas les prochains podcasts et suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. On fait tant des posts, on est actifs, puis on aime ça. Yes. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et ne manquez pas les prochains podcasts, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps. Je me répète beaucoup, mais c'est important. Hein? C'est important. Il est tard aussi. C'est important. Ouais. Fait que manquez pas ça. Merci beaucoup et surtout, hydratez-vous et allez, va!